suis un pur produit de l'éducation populaire. Je crois que ça, c'est le troisième pilier de l'éducation. Dans la transmission, il y a la famille, il y a l'école et il y a l'éducation populaire, la vie associative. Pour les paysans, la Jacques, par exemple, a été sans doute un endroit de formation extraordinaire. Et moi, j'ai passé de l'âge de 15 ans à 25 ans, j'ai été collecter la mémoire populaire des anciens de ce territoire. Donc, je suis allé, j'ai passé entre 15 et 25 ans, je suis allé collecter des chansons, des contes, des manières de faire, toute la culture, et dans ma langue. Parce qu'une langue, ça véhicule pas que des mots, ça véhicule aussi un savoir-faire. Parler de littérature, d'écriture, je dis surtout, il ne faut pas oublier l'oralité. Et l'oralité dans plein de mondes, dans plein de civilisations, elle a été fondamentale et bien plus précise que l'écriture. L'écriture est un espèce de maillon de la chaîne de transmission, mais il n'est pas unique, et heureusement. C'est très récent, en plus, l'écriture. Et au début, ça servait juste pour la comptabilité. et dans l'oralité, en plus de ça, quand s'est arrêtée la chaîne de l'oralité chez nous, quand s'est arrêtée la langue, avec une éradication d'une violence en plus sans nom, parce qu'elle a été humiliante, j'ai encore constaté cet été en faisant mon périple. Oui, on va en parler. Ouais. Et donc, oui, il y avait là-dedans tout un savoir-être, un savoir se comporter au monde qui était formidable. Et moi, j'ai collecté des contes. Et ces contes populaires, ces contes qui sont les mêmes que dans le monde entier. Sauf que l'avons poussé là. C'est toujours les mêmes histoires, finalement. Toujours. On est comme le cépage. Le gamay qui poussera là va pas pousser pareil dans une autre André. Et les contes, et pareil. Éditeur Joussa a un conte qui aime bien raconter, qui est l'histoire de conte de la Beaupin, l'histoire formidable d'une bru, justement, une jeune bru, quoi, dans une famille recomposée, quoi, qui tue l'enfant, puis qui le découpe en morceaux, puis qui fait du ragoût qu'a fait manger à son père. Merci. Il adore ça, il adore, en plus dans les contes, il y a une cruauté au monde qui est extraordinaire. Et dans un monde de béni-oui-oui où on voudrait faire arriver à faire juste les affaires gentilles, les enfants, eux, savent très bien que ces contes-là sont fondamentaux pour leur construction interne. Parce que la violence, elle est toujours là. Sauf que dans les contes, elle a un sens. Moi, j'aime bien chez les histoires, les contes, parce que justement, c'est un langage totalement universel. Et donc, moi, ce qui m'intéresse aussi à raconter ces contes, c'est qu'on parle de, comme il dit, au-dessus du plancher et en dessous du plancher. C'est-à-dire, au-dessus du plancher, il y a ma langue, il parle de mon village, tout le temps parler d'un village, essayer d'être le témoin d'un monde en voie de disparition, sans doute aussi, le monde des paysans. Mais est-ce que c'est pas de la nostalgie ou du regret ici, quand même? Aucune nostalgie. Justement, mais la transmission, elle s'inscrit dans le temps, savoir d'où on vient, et justement, cette manière de se comporter au monde, l'amour du travail bien fait, quand tu disais tout de suite, parce que c'est plus difficile à faire, plié en trois, je trouve ça extraordinaire. Quand on nous parle de gens qui étaient des analphabètes, des demeurés, de fin fond de campagne, bien sûr qu'ils étaient bien plus forts que ça. Ils portaient quelque chose de civilisation, d'une manière d'être au monde. Donc il n'y a pas une nostalgie, il y a une volonté au contraire de témoigner de quelque chose, de témoigner d'un monde, d'une civilisation. Et je pense qu'en Vendée, on a un problème là-dessus, sur notre identité vendéenne. Heureusement, on a trouvé des grands totems. Le Puy du Fou, qui rappelle 1793, le Vendée Globe, qui rappelle cette espèce de Vendée ouverte sur le monde entier. Ouais. Mais par contre, de témoigner, de transmettre cette chose qui a fabriqué les Vendéens au goutte à goutte comme ça, là il y a une honte. Moi je l'ai vu là quand je parlais du patois justement. Et les gens me disaient oui mais on est quand même pas beau, on est quand même d'eau français écorché, on est quand même d'eau français déformé. Et oui, quand tu dis un tracteur, tu veux dire oui, une déformation de tracteur. Non, c'est pas ça. Et qu'avant, ici, il n'avait pas le son E, n'existait pas. Donc les gens te fait U, tout de suite, un tracteur, voilà. Alors ce que je vous propose, on va revenir là-dessus, il y a plein de points communs entre ce que vous avez dit. On va passer un extrait d'un extrait. Donc vous avez fait un périple au mois de juillet, donc à pied, oui, accompagné d'un âne. La nature, comme les arbres, d'une invention, d'un génie d'un peuple, d'une manière de décrire le monde, d'une manière
oui, d'être au monde, quoi. On fait partie de notre richesse, c'est un trésor pour moi. Et il y a une grande fierté de porter cet héritage-là et de pouvoir le transmettre. Et la transmission, c'est le contraire de la communication. La communication, elle est large, on peut pas échapper à ça. Aujourd'hui, on est tous connectés, on est tous effectivement avec des enfants en Australie, etc. Mais la transmission est quelque chose de vertical qui se pose dans le temps. Et on nous ramène à nos arrière-grands-parents, à ceux d'avant, à ceux... Et moi, ils voient bien un peu partout, même dans les plus jeunes générations, ce goût, cette appétence pour dire, malgré tout, putain, mais il y a quelque chose de notre passé qu'on n'a pas transmis. Les vieilles familles aristocratiques, les bourgeois savent transmettre. Les prolos, les paysans ne savent pas transmettre. Alors, et c'est pour ça que ça se... Parce qu'ils n'ont pas confiance, ils n'ont pas conscience même de la richesse et de la valeur de leur... Je vois bien qu'on a eu envie de faire table rase du passé, passer à la modernité, le formica, et tralala. Le progrès. Ouais. Alors que... Puis il faut se dépêcher à transmettre, parce que la génération qui est au niveau de la langue, par exemple, parce que vous êtes quand même beaucoup plus près du gros truc du petit, donc... on va falloir s'y mettre à transmettre. Alors il y a quelque chose qui vous réunit tous les trois. Michel Chevalier, vous avez dit, pour transmettre, il faut donner envie, donc il y a une notion de plaisir. Donc on retrouve ça aussi chez vous, Yannick Jolin. Puis vous avez parlé aussi de l'humour, Michel Billet. Donc Yannick Jolin, en fait, ce que vous dites, c'est que, ce que j'ai cru comprendre, quand on veut transmettre et réapprendre une langue maternelle, certains le font de façon très dogmatique et pas sur cette notion-là de plaisir, du faire rire. Mais ils pensent d'ailleurs que si parce que quand même, l'éradication des patois commence sérieusement à la Révolution française, avec l'abbé Grégoire, qui distingue le français de l'universalisme, donc qui est lié au progrès, à la modernité, et les patois de toute la France qui sont liés à la réaction, quoi. C'est-à-dire c'est des passéistes, c'est des réactionnaires. Et après arrive la Troisième République, où là on commence l'éradication des patois de manière massive, pour avoir une langue commune. C'est formidable la langue commune. Moi, je parle français et j'ai un amour du français extraordinaire. Mais simplement, on aurait pu le faire ce qui s'est fait dans les pays d'Europe du Nord, en Norvège, tout le monde parle le dialecte local, tout le monde parle le norvégien, et en plus après tout le monde parle l'anglais aussi, et d'autres langues. Et donc, il y a une ouverture aux langues qui est extra. Nous, on avait une chance extraordinaire. Si on avait gardé ce bilinguisme, ces bilinguismes en France, on pourrait être moins handicapé des langues qu'on est actuellement, quoi. Et moi, je pense que le patois chez nous a résisté à cause justement de la jubilation, du plaisir, de l'humour. Si on n'avait pas de patois dans les caves, qu'est-ce qui resterait de toute façon? Et donc, ils pensent que la dimension du plaisir et de l'humour a permis de conserver la langue. Et ils pensent que pour la transmettre, il faut être dans le plaisir, faut être dans l'humour. Et pour ça, par exemple, ils essayent de faire un MOOC, une chaîne YouTube, là où, avec toutes les semaines un mot de patois, est une manière de transmettre qui essaie d'être justement dans le plaisir, pas dans la volonté de militante de dire « oh, nous faut garder chaud patois, parce qu'autrement... Alors qu'est-ce qui fait qu'on arrive à interpeller les jeunes générations qui n'ont pas baigné dans un univers familial où le patois n'appartient pas à leur affectif parce qu'ils ne l'ont pas connu, ils n'ont pas baigné dedans? Comment on fait pour les interpeller? Vous accompagnez des jeunes conteurs, par exemple. Mais qu'est-ce qui les anime chez eux? Par exemple, de se dire que le mot arentelle est beaucoup plus beau que le mot toile d'araignée, par exemple. Et qu'en plus, on n'est pas des formations du français, on vient directement du latin, araneatella, tu vois. Et non, mais en plus, on a une telle jubilation, jouissance de la langue. Le français est une langue sèche, c'est une langue d'intellect, et dans toutes les langues de terre, on a souvent quelque chose de beaucoup plus du ventre, qui vient de la dorme, quoi, qui vient de... au fait de quelque chose de l'intérieur, on a quelque chose qui se marche, quoi. Hein. Ouais. Et ils pensent que ça a cette dimension jubilatoire, de plaisir, et puis une autre manière de décrire le monde, quoi. Regarde, pour dire la pluie qui tombe, n'a plus de mots en patois qu'en français. Donc, parce que sans doute que la préoccupation de l'ève qui tombe, ou qui ne chute pas d'ailleurs, parce qu'on l'entend... Il ne faudrait pas un bon boyard de Chautan parce que oui, il y a un bout d'abadé, parce que quand on fnas puis que d'une rein ou qu'on brime les reins, quoi. Donc. Alors,
Quand on parle patois comme vous faites, mais on exclut ceux qui ne comprennent pas. Oui, mais nous, on a la chance d'avoir une langue qui est très proche du français. Donc on peut être dans un bilinguisme dialectal, comme on dit, les savants. C'est-à-dire qu'on peut accacher son patois. Quand on est devant des monde qui le comprennent, il a tendance à l'accacher, là, au moment où il peut parler un petit peu. Mais quand, depuis 30 ans, je raconte des histoires partout dans le monde francophone, ça pose jamais de problème, sauf en Vendée. Pourquoi? Parce que les pires ennemis du patois sont souvent les paysans. C'est-à-dire que les gens qui sont restés chupiasses, parce que l'avant, encore une honte, comme quand il est traversé avec mon cheval, là, puis mon âme, les gens qui rencontraient qui disaient « Oui, mais on est quand même pas beau, on est quand même... On a quelque chose... » Il dit, monsieur, ouais. Ben oui, il y a quand même quelque chose qui dit « Ah, les gars fins le devenir médecin, puis les autres sont devenus paysans. » Donc on avait une idée que le patois était un truc encore de l'arrière-monde, quoi. Et donc, comment voulez-vous transmettre quand on est persuadé que cette langue-là est une langue de l'arriéré? On ne veut pas que nos enfants soient handicapés. Bon, ils finissent autant. Mais on n'est plus capable en plus, parce qu'en plus, nos petits-enfants, effectivement, quand l'habitant à Sydney, là, on peut se dire, là, on n'a rien à faire de patois. Mais s'il avait 10, 15 mots, 200 mots, on leur donnera une singularité. Et le tyran, oui, moi, il vient d'un pays où quand il met mon manteau au crochet, il va le mettre au panguier. Voilà. Michel Villiers, Michel Chevalet, qu'est-ce que ça vous inspire? Ce que dit Yannick à l'instant m'évoque la lecture d'un bouquin de Pierre Sansot, qui était un ami sociologue décédé il y a déjà une bonne dizaine d'années. Le bouquin était intitulé de très belle manière, je cite, « Les gens de peu ». Et il commençait par ces mots, « Il y a des gens de peu comme il y a des gens de la mer ». Les gens de peu. Et je crois que les gens de peu ont intégré une sorte de représentation tellement négative de soi, et donc de leur culture, de leur langue, que c'est tout à fait juste, ils ont beaucoup d'hésitation à la transmettre. Mais quand ils s'y engagent, quand ils osent parler cette langue, et du coup transmettre, alors quel bonheur pour ceux qui transmettent et pour ceux qui reçoivent. Les fables de La Fontaine en patois vendéen, c'est une aventure extraordinaire. Et je sais qu'à La Roche-sur-Yon, il y a des enseignants qui sont capables de faire ça aujourd'hui, de faire découvrir au monde une fable de La Fontaine dans le texte de La Fontaine et dans sa traduction en patois vendéen. Mais du coup, ils abordent le patois, ils abordent cette langue dans laquelle ont grandi leurs grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Et ils l'abordent avec humour, sourire, et ils deviennent capables de rejoindre les générations les plus âgées, j'allais dire, en connivence. Et cette connivence, moi je crois qu'elle est fondatrice du lien social. Je pense que, de toute façon, justement, effacer cette transmission temporelle, ça c'est sûr. Et la transmission temporelle, elle se fait que par des rituels. Il faut une série de rituels. Alors, on peut appeler rituels des choses sacrées ou religieuses, mais on peut appeler aussi rituels. Un rapilotage de monde comme aujourd'hui est un genre de rituel aussi. Complètement. Hein. Est une manière de se dire, on va se mettre ensemble et on va penser, on va parler de choses ensemble. C'est extraordinaire, ça. Que vous veniez vous mettre le derrière dans nos chaises en plastique qui sont même pas confortables. C'est tout le défi. Et de payer. Hein, et de payer, et de manger peut-être pas bon. J'espère que si, quand même. Et en tout cas, pour venir entendre parler et surtout l'écouter ensemble. Donc, on a quelque chose là de... Et en faisant ça, on s'inscrit dans la fabrication d'une manière de vivre les uns avec les autres. Ça, de toute façon, rien que le fait d'être là, c'est de la transmission.